Ce chapitre 2, on va aborder l'invisible, le fonctionnement immatériel du cerveau, tout en sachant que, d'après l'information dans le cyberespace, nos chercheurs ne connaissent que à peu près 20 ou 30% du fonctionnement global, général du cerveau. Et donc on va pas aller se concentrer sur ce que l'on connaît ou ce qu'ils pensent connaître dans leur globalité, c'est surtout ce que l'on ne comprend pas, ce que l'on ne conçoit pas, les aléas de la vie, ce que découvrait, je dirais, il y a déjà 2500 ans, que ce soit Aristote, Socrate, Platon, Hippocrate, le raisonnement, savoir et être dans l'observation, se poser des questions essentielles qui fait marcher, je dirais, la machine à neurones, tout en écartant les savoirs d'autrui, les connaissances d'autrui, puisque nous avons pu constater que le système universitaire éducatif forme des robots, des personnes qui ne pensent pas par elles-mêmes, des personnes qui ne vont pas s'opposer à la dictature hiérarchique, puisqu'on les a formatés à obéir, donc comme je dirais, hein, des simples animaux. Donc ici, je dirais, l'essentiel, la matière grise, ne fonctionne plus. Et donc, quand on arrive à ça et que nous savons que le Dieu unique qui existe sur Terre, c'est la toute-puissance de la criminalité financière, hein, et tous ces secrets de l'esprit nazi, de l'idéologie de la race supérieure bancaire, hein, puisque toute la criminalité maintenant est liée, je dirais, aux banques, aux multinationales, aux groupes, à l'évasion fiscale, au droit de l'évasion fiscale consenti par l'ensemble des gouvernements. Et si la planète est en déclin, c'est aussi lié à cette criminalité, ce terrorisme financier. Comme un être humain sait pertinemment que le seul temple que nous avons, c'est notre corps, hein, cette merveille de la création et de notre évolution terrestre, hein, puisque on peut voir des passionnés en anatomie, hein, sur par exemple TikTok, hein, des professeurs qui vous dessinent les muscles, les tendons, le squelette par cœur, et voilà, on sent bien la passion et la création de notre propre anatomie, de notre propre biologie, puisque nous n'avons pas le dessus sur notre propre cellule, sur notre propre corps qui fonctionne dans une espace-temps de vie qui est lié, je dirais, euh, à notre gravitation autour du Soleil. Parce que quand vous prenez un an, hein, puisque notre âge terrestre, une année, c'est juste la gravitation de la Terre autour du Soleil. Donc c'est tout ce qui est fondé, la physique, tout ce que nous avons fondé sur notre truc est lié aussi à notre système solaire et à la gravitation. C'est-à-dire que déjà, les êtres humains ne peuvent pas sortir de la bulle terrestre, hein, et du champ que protège la Terre, hein, contre les rayons cosmiques. Donc pour l'instant, les projets d'aller sur Mars et tout ça, c'est toujours une utopie, puisque nous ne savons pas nous protéger, et ils ne savent pas encore protéger le corps humain de tous ces rayons néfastes qui sont, je dirais, dans l'espace. Donc voilà, il y a beaucoup de mensonges aussi scientifiques, hein. Voilà. Donc l'invisible, pourquoi? Puisque quand nous rentrons dans ce chamboulement, cette surtension au niveau du cerveau qu'ils appellent dépression ou toute autre pseudo-maladie pour fourguer des psychotropes qui vont jouer sur les neurotransmetteurs, nous touchons à l'invisible. Donc je vais, par rapport à mon expérience, par rapport à mon vécu, par rapport à ma recherche aussi d'informations sur ce qui s'est passé, que je n'ai pas vu dans les recherches fondamentales, élaborer et vous exposer ce que j'ai pu ressentir, percevoir, et comment on peut percevoir différemment l'énergie. Et là, on se rapprochait plus, comme je l'avais déjà dit, dans les préambules, au chakra, hein, voilà. Donc là, c'est ce qu'on appelle, ce que j'ai appelé l'effet Matrix. On le voit, on passe sur le schéma temporel pour savoir où, quand, comment, et après le développement. Alors, schéma temporel, on agrandit. Donc voilà, ce qui va nous intéresser, c'est les accidents de voiture pour l'effet Matrix. Alors là, c'est des accidents en civil. Voilà, j'étais en dehors militaire, hein, ça c'est clair. Donc l'accident sur le parking, là, j'ai l'effet Matrix.
Voilà, ici, l'accident 2, je n'ai pas l'effet Matrix, hein, je m'endors au volant, donc je suis inconscient, donc je ne peux pas avoir cet effet-là. Là, pareil, à la limite, l'assurance marche pas, je suis pas en tort puisque je casse ma voiture tout seul, hein, donc voilà, donc ça, c'est pas non plus à déclarer si en même temps vous pétez votre voiture et qu'il n'y a personne d'autre, hein, les gendarmes étaient venus, tout ça, enfin bref. Voilà, là, un autre accident où j'ai pas l'effet Matrix, puisque nous sommes en pleine ville, à Rennes d'ailleurs. Je venais pour la procédure à mon fils et j'étais avec mon fils en voiture. Et là, il y a le réflexe, les voitures qui freinent devant. On sait bien que c'est le dernier à freiner qui est en tort sur l'accident. Et donc, pour ne pas tamponner, de ne pas avoir d'accident, là, le cerveau, ça réagit très vite. Il y a ceux qui bougent plus, qui sont tétanisés par l'action et qui vont créer cet accident, et vous avez ceux qui vont avoir le réflexe. Donc là, j'ai le réflexe, je tourne à gauche puisqu'il y a une voie encore à ma gauche, heureusement, et par contre, il y a un haricot, un trottoir, et donc le trottoir de l'haricot passe en dessous de ma voiture, me défonce entièrement le bas de caisse, le bac moteur, et toute l'huile moteur tombe sur la chaussée, bien sûr, sur le petit parterre d'ailleurs, et la voiture s'arrête 5 à 10 mètres plus loin. Donc la voiture, elle est morte. Mais là, il n'y a pas d'accident, je ne suis pas en faute, puisque je casse ma voiture tout seul avec les trottoirs. Et à Rennes, qu'est-ce qu'ils ont fait dernièrement? Ils ont augmenté la hauteur des trottoirs, donc pour pas qu'il y ait d'arrêt. Parce qu'avant, vous aviez le droit à faire des arrêts avec les clignotants, là, hein, les warnings. Et pour que les gens ne s'arrêtent plus du tout, et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont rehaussé donc là, en plus, c'est aussi accidentogène. Vous ne pouvez plus monter sur le trottoir comme ça sans bousiller carrément votre voiture. Et comme ils n'ont pas de cerveau et comme ils s'en foutent, hein, c'est clair. Voilà. Et par contre, là où je vais avoir encore l'effet Matrix, hein, où là c'est encore pareil, c'est une biche qui sort en campagne d'un champ de maïs. Donc là, voilà, heureusement, je ne roulais pas vite, le temps de freiner. Et donc l'effet Matrix se retrouve sur celui-ci. Là, il y a un temps de réaction, voilà, et comme l'impact ne bouge pas, vous voyez, l'effet Matrix se passe sur deux accidents où, en fin de compte, la biche, que j'aille à gauche ou à droite, je ne peux pas l'éviter. D'une manière ou d'une autre, hein. Si je vais à droite, je vais aller dans le fossé, mais en même temps, je risque de la percuter. Si je vais sur la gauche, d'une manière ou d'une autre, il n'y avait pas de voiture en face, mais d'une manière, comme elle est lancée, je vais la percuter, ça c'est clair. Et par contre, sur le parking ici de Carouf, qui s'appelait, le supermarché s'appelait Rond-Point à l'époque, en 1988. Là, c'est pareil. Là, je ne pouvais pas ni aller à gauche, ni aller à droite, donc le réflexe ne servait à rien. Par contre, voilà, là, j'ai eu la personne qui était tétanisée au volant, qui me regardait lui foncer dessus. Elle aurait eu le temps largement de péter un coup de première ou un coup de deuxième, enfin, non, surtout un coup de première, mais non, tétanisée, la personne ne bouge pas. Donc on voit bien que là, ça se passe en 88, parce que les années sont importantes, puisque là, on peut pas parler que c'est lié à la dépression ou ceci, cela. Hein. Ça s'est passé avant et après, puisque là, nous sommes à peu près en 2021. L'accident avec la biche, ça c'est clair. L'accident là, c'est en 2019, quelque chose comme ça. Voyez, donc ça n'a rien à voir. Il faut bien montrer ça parce que eux, ils disent, ces médecins, voilà, une fois que tu as eu une dépression, ton cerveau, il est plus bon, patati patata. Oui, ils racontent beaucoup de conneries aussi, hein, cela. Je développe. Cet effet Matrix, c'est quoi? C'est l'espace-temps qui s'étire. On va dire qu'une seconde a duré 3, 4 à 5 secondes. Donc dans le premier accident avec la voiture, donc elle était arrêtée comme ça, moi j'étais sur le parking comme ça, je l'ai tamponné comme ça. Donc là, en même temps, comme c'est pas un mur, donc les véhicules vont bouger, donc il y a une absorption du truc, ça fait un effet moins violent pour les cervicales, hein, bien sûr, parce que c'est là que les cervicales en prennent, parce que les anciennes voitures n'avaient pas tous à l'époque des appuis-têtes. Donc comme vous êtes là, vous savez qu'il y a un impact, vous tenez formement, très fermement, je veux dire, le volant et je l'ai tordu.
je l'ai tordu et en même temps, j'ai pu récupérer mes lunettes parce qu'avec le coup en arrière et en avant, bah, je porte des lunettes depuis très longtemps, hein, depuis toujours presque on va dire. Je suis pas né avec. Les lunettes partent et je me vois donc d'abord, hop, on absorbe le choc et après je me vois récupérer mes lunettes, poser mes lunettes. Et avant ça, j'ai vu, je dirais, cet homme me regarder et ne pas bouger. Je veux dire, il aurait pu accélérer. Et cet effet-là, ça m'a toujours stupéfait. J'ai comment ça se fait que j'ai pu avoir le temps, le réflexe de capter, de voir tout ça je sais pas, c'est en espace de 2 secondes entre le freinage, la distance, le truc, et alors que là, ça m'a paru sur l'instant 10 secondes. Et ça s'est reproduit donc des années plus tard avec la biche, quand elle a déboulé, donc le temps que je la voie débouler, que je freine, alors là j'étais parti à peu près à 60, donc quand j'ai eu l'impact, je devais être à peut-être 30 km/h, donc j'ai minimisé quand même l'impact avec la vitesse de réaction, mais là c'est pareil, aussitôt qu'il y a eu l'impact, j'ai pu voir, donc elle a pris sur le côté, le pare-choc et le phare gauche. Donc j'ai vu le phare gauche exploser et c'est comme si je voyais les morceaux de verre exploser et m'arriver au-dessus de la voiture, sur les côtés, au niveau du pare-brise, au ralenti. Et là, c'est pareil, cet espace-temps. Alors, je me suis toujours posé la question et j'ai recherché s'il y a eu de l'information ou des recherches ou voilà là-dessus. Rien. Donc j'ai appelé ça l'effet Matrix. Et en même temps, est-ce que le cerveau là crée une enzyme, une drogue spéciale pour donner cet effet de ralenti sur un espace-temps très court? Je sais pas, mais voilà, on peut là, j'ai pensé que c'était de peut-être une surdose d'adrénaline, mais l'adrénaline, ça donne pas ça. Donc, l'endorphine non plus, donc je ne sais pas. Voilà, donc là, il y a quelque chose qui se passe dans le cerveau à un moment donné, bien précis, où l'espace-temps se rallonge. C'est-à-dire qu'une seconde peut durer 3 secondes dans le truc. Et la réaction euh, du système nerveux dans la défense de l'organisme est stupéfiante. Donc ça, c'est le premier effet qui m'a toujours surpris et que je n'ai eu et que je n'ai rencontré avec mes 56 ans presque aujourd'hui, qu'à ces moments-là de ma vie. Alors, et bien sûr, là, il n'y a pas d'alcool, il n'y a pas de drogue dans l'organisme, hein, vous êtes totalement sans rien, hein, parce que c'est clair. Et sans rien avoir aussi à l'armée, hein, quand on est dans l'effort ultime, donc on est dans la fatigue, on marche la nuit. J'ai eu là, j'ai eu une hallucination, hein, ce qu'on appelle. J'ai parlé à des talus, je voyais des filets de camouflage, et donc ça aussi, c'est lié à la fatigue. Vous voyez, vous avancez, vous pensez que vos collègues sont dans le talus, postés en train d'attendre, et vous parlez à un talus. Ou j'ai même parlé à un poteau, pensant que c'était avec un mec avec un képi à 5 heures du matin. Donc là, c'est aussi la fatigue, hein, quand on fait, par exemple. Alors là, c'était les préparations à des stages commando, c'est des marches. Et voilà, là où le petit, comme moi, costaud, en même temps pas très lourd, qui peut être dynamique, souple et agile, a des avantages dans la course, dans les parcours. Par contre, dans les marches, on est défavorisé, hein. Parce que là, ceux qui sont plus grands, eh ben, ils avancent plus vite à leur pas, alors que le petit est toujours à la fin. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils m'ont mis tireur d'élite en Afrique, puisque comme ça, comme je marche le moins vite, je surveille les arrières en même temps, voilà. Réaction. Donc là aussi, le coup de cette hallucination, vous êtes sans drogue, sans alcool, sans rien. Donc rien qu'avec la fatigue, vous pouvez avoir des effets psychotiques stupéfiants, hein. Donc ça, c'est le deuxième des effets et que je n'ai connu qu'à l'armée, hein. Je l'ai connu qu'une fois à l'armée, ça c'est clair. Le dernier effet stupéfiant que j'ai eu l'expérience de connaître avec mon cerveau, c'est, je dirais, cette fois-ci, l'effet inverse de l'effet Matrix, c'est l'effet boost. Alors un boost, hein, pour ceux qui connaissent les jeux vidéo, hein, c'est un coup d'accélérateur. Voilà, donc là, ça se passe bien après ma séparation, où je continue bien sûr des pratiques de sport, je continuais aussi le judo à l'époque, voilà.
et par contre, là, c'est, un footing en forêt où à un moment donné, après, des semaines, des mois, des années, voilà, hein, d'entraînement, où à une seule fois, je dirais quand je vais, réaliser ce footing, je suis dans l'accélération, à un moment donné, j'ai ce boost où, vous avez l'impression de voler, d'être, en phase avec le vent, de rebondir, sur la terre à chaque fois que vous posez le pied et d'être dans une super vitesse, quoi. Et ce boost-là va durer que, comme je dis, 5 à 10 secondes et je n'ai pu le rencontrer qu'une fois. Donc j'ai continué à faire des footings après. J'ai été surpris, je dirais, de cette dynamisme là, et je ne l'ai jamais retrouvé. Et je l'ai eu une seule fois aussi dans la natation. Là, ça a été plus bref, hein, c'était plutôt entre 3 et 7 secondes où le boost, c'est pareil. Vous avez l'impression de flotter avec l'eau, d'être dans, dans l'élément, quoi. Je veux dire, c'est de faire corps avec l'eau et d'être hyper fluide et d'avoir une accélération, voilà. Alors est-ce que c'est ça qui mène à la bigorexie? Ça veut dire les drogués du sport, ça veut dire qu'une fois que vous avez atteint ce truc-là, et que vous voulez, le retrouver, il faut toujours faire plus, en espérant le retrouver, mais vous le retrouverez jamais, hein. Les 2 sensations que j'ai eues, que ce soit en course ou en natation, je ne les ai vécues qu'une seule fois. Jamais j'ai pu, et quand vous les avez, ah oui, attention, hein, c'est addict, hein. J'ai cherché, à essayer de retrouver, cet effet-là, dans la course pendant des mois, dans la natation, ça a été pareil. Mais jamais je n'ai pu le ressentir une deuxième fois. Même à l'armée, je ne l'ai pas connu, cet effet-là, puisque à l'armée, ben, il y a le sac à dos, il y a les Rogers, il y a tout ça. Donc vous n'êtes pas dans la même dynamique, sportive, vous n'êtes pas dans la même intensité de l'effort bref, hein, puisque l'armée, il faut durer, hein, sur un effort personnel, d'un footing. Au bout des 8 kilomètres, vous vous arrêtez quand vous voulez, il n'y a pas d'objectif au final. Et c'est impossible à retrouver. Donc est-ce que ça amène à la biorexie? Est-ce que, je veux dire, les chercheurs se sont penchés sur ces drogues, ce fonctionnement de l'endorphine, une surdose d'endorphine, une surdose d'adrénaline? Je ne sais pas. Bien sûr, les drogues naturelles, hein, réalisées par le cerveau. Et bien sûr, pour atteindre et avoir, mon organisme, là, il n'y avait pas de drogue, il n'y avait pas d'alcool, rien du tout non plus dans l'organisme, pas de psychotropes bien sûr, parce que ça, vous faites pas d'efforts et c'est d'ailleurs par le sport, hein, c'est se faire plaisir, se changer, respirer de l'air qu'on se répare aussi psychologiquement. On en arrive, voilà, vous voyez donc ces phénomènes-là vont amener à la compréhension de, ce qui peut se passer, aussi d'incompréhension, quand, nous sommes dans cet état, de détresse, de surcharge mentale. On va voir le développement, on repasse vite fait sur pour situer l'année sur le schéma temporel, avant le développement, la perception, nous en arrivons sur cette perception. Pour resituer, sur le schéma temporel, donc là, chapitre 5 en bas avec, toujours le généraliste Maillot. On remonte pour bien voir, voilà. Ok, donc là, l'abattoir à Vitry avec l'armée. Donc là, l'ONAC, la reconversion, BEP électronique. Là, SAGEM, je perds mon emploi puisque ça se passe, la séparation se passe en 98, mais ça a commencé des mois avant. La séparation a commencé avant. La trahison se passe avant. Quand vous avez un enfant, les personnes qui ont connu ça savent que ça met des mois avant que la séparation, le déménagement se réalise. On voit le développement. Je vais utiliser le mot de dépression, on va dire, hein, puisque à proprement dit, je ne sais pas réellement si c'est une dépression quand on ne subit pas celle-là. Ça veut dire qu'on se combat soi-même pour essayer de comprendre, d'analyser. Donc, au moment de la séparation, ça demande plusieurs mois, ça s'étale sur 6 mois. Il y a d'abord la tromperie, la trahison. Quand on découvre celle-ci, nous rencontrons l'hystérie de notre moitié. Alors pour moi, hein, qui suis un homme, donc c'était la mère de mon fils, hein, puisque elle veut toujours revoir et être avec sa moitié, hein, qui était un collègue de travail. Donc c'est facile. Donc c'est là où on perçoit, et puis tous les citoyens qui ont connu, je dirais, des séparations comme ça avec des enfants. Et ce qui est totalement différent quand vous êtes issu des classes populaires, des classes moyennes, et qui est attaché aussi à votre enfant et à l'éducation de votre enfant, ce qui n'est pas toujours le cas
Hein, des femmes subissent les séparations aussi, et elles subissent en fait le fait d'avoir les enfants au quotidien, ce qui n'a pas été notre cas, hein, puisqu'on a été à 50-50 hein, tout au long, en fin de compte, jusqu'à sa majorité. C'est pour ça qu'il n'y a pas eu non plus de pension, puisque à 50-50, il n'y avait pas l'intérêt. Voilà, donc pendant les premiers mois, vous découvrez la tromperie, et donc là, ça va commencer à monter crescendo, se poser des questions, pourquoi, comment, voilà. Et la surchauffe va commencer à s'installer au niveau cérébral, et c'est là où j'ai perdu mon travail, puisque je n'ai plus que ça en tête, voilà. Et après, c'est quand on subit la séparation, pendant X temps encore, là ça va être 2-3 mois, on va dire. Et on vit sous le même toit, on dort toujours dans le même lit parce qu'on n'a qu'un lit. Hein. C'est toujours la différence entre les séparations plus dures, je dirais, des classes populaires hein, et les classes moyennes par rapport aux autres qui ont plus de finances, hein, puisqu'ils peuvent directement aller à l'hôtel, voilà, ou changer, ou habiter ailleurs, voilà. Y a différents cas de figure, ça c'est clair, mais quand vous avez un enfant, c'est compliqué, et c'est là où ça s'effondre, puisque vous avez basé un parcours de vie différent. Hein. Là, moi, j'étais à la SAGEM. Après avoir eu mon BEP électronique, j'avais travaillé sur plein de boîtes différentes dans ce milieu électronique, informatique, d'évolution. Vous avez un enfant et d'un coup, padadoum, tout s'écroule et vous essayez de récupérer, je dirais, le truc, mais bon, une relation, quand ça se termine et quand vous rencontrez l'hystérie de votre propre moitié, c'est terminé. Les femmes, une fois qu'elles sont hystériques, c'est terminé. La relation est morte. Alors ça va demander 1 mois, 2 mois, 6 mois, mais c'est ça. L'hystérie d'une femme, c'est la fin d'une relation, ça c'est clair. Mais le problème, c'est que nous, en tant que père, on va dire, on cherche toujours à récupérer, on cherche aussi en même temps une solution. Et on ne trouve pas de solution. Et c'est là où on rentre dans cette surchauffe et qu'on croise toujours cette personne et que là, on ressent toute l'énergie négative de cette personne. Vous voyez ? Là, vous ressentez la haine de l'autre, vous ressentez toute sa perception et toute sa négativité qu'elle vous bombarde dans son rayonnement. À chaque fois qu'on va se croiser, même dans l'appartement, voilà, c'est électrique. Et c'est ça qui déclenche, je dirais, voilà, du côté de celui qui subit. Celui qui part est fort parce qu'elle part. Voilà. Donc elle, c'est pareil, elle a sa trajectoire, c'est terminé. Par contre, celui qui subit, il se dit, voilà, j'ai construit, j'ai un enfant, comment je fais ? Comment ça va se passer, comment ça va se définir, quel choix. Vous voyez, il y a tellement de questions sans réponse et qu'on ne peut pas concevoir à ce moment-là la séparation, qu'on ne comprend pas et que ça déstabilise tout de suite le cerveau. Alors il y a plusieurs niveaux de dépression, hein, celles qui vont subir et qui vont jamais remonter la pente, et d'autres qui vont pas se laisser subir, mais où nous la subissons au niveau quand même cérébral. Hein, c'est ça, il y a différentes étapes. Hein. Donc quand vous avez un mental fort aussi, quelque part, hein, compétiteur, le judo, ça aide à dépasser un petit peu ces choses-là, parce que le citoyen, la personne qui est lésée, sait que tout s'effondre. C'est une mort en soi, c'est une mort sociétale, puisque tout le parcours de vie, tous les amis, toutes les relations qu'on a, tout va s'effondrer. Et les seuls qui peuvent comprendre ça, c'est celles qui ont vécu ça, hein, je veux dire, alors la bourgeoisie, ça se conforte des fois dans la tromperie, dans le libertinage, voilà. Par contre, quand vous êtes un couple hétérosexuel, ça c'est clair, bah là c'est totalement différent, hein. On ne se complaît pas, c'est compliqué les séparations quand vous avez peu de moyens aussi, c'est beaucoup plus long et vous subissez beaucoup plus, je dirais, psychiquement. Et quand ils disent que les dépressions, ceux qui sont en dépression vont se renfermer sur elles-mêmes, c'est pas qu'on se renferme sur nous-mêmes, c'est que quand on sort, je dirais, faire des courses, chez le docteur, à la banque, quelle que soit l'action, vous allez percevoir dans cette sensibilité tous les rayonnements des autres personnes.
Donc vous vous sentez, on se sent oppressé. C'est pour ça qu'on reste, je dirais, loin de l'activité humaine. Hein, et là, il faut s'aérer la tête, hein, d'où les footings, d'où le sport, hein, parce que ça aide à s'aérer. Et là, on n'est pas oppressé puisqu'il n'y a pas de bombardement de ions négatifs ou positifs qui va graviter autour de soi-même. Ouais, c'est à ça que j'en suis arrivé à comprendre le fonctionnement de ma surchauffe cérébrale. Parce que la question, c'est comment ça se fait que quand je sortais, je ressentais cette oppression. Et c'est là, après, en cherchant, en captant, en apprenant, hein, au travers, heureusement, du cyberespace, et en posant les questions dans les moteurs de recherche que j'en suis arrivé à différentes conclusions et par rapport aussi à la religion, au chakra, à l'énergie. C'est là qu'on comprend que oui, bien sûr, là il y a cette énergie, ce bombardement qui nous perturbe. Voilà. Alors là, c'était très flagrant, hein, et ça demande beaucoup, beaucoup de temps pour remonter et essayer de baisser cette surtension. Ça peut demander des mois, des années, hein, ça c'est clair. Hein. Je pense que à peu près 1 an, 2 ans, certaines fois, ça dépend des personnes, mais pour restabiliser, ressentir bien. Alors d'autres, on va nous donner la pilule de rencontrer quelqu'un, mais c'est pas aussi simple que ça, parce que vous avez l'enfant, vous rencontrez cette personne-là, et vous avez toujours ce déclenchement qui reste psychique pendant un moment. Donc ça c'est clair. Oui, j'ai eu une nouvelle relation quelques années après, où j'ai reconstruit, où tout est retombé, mais là, vous n'avez pas cette même état d'esprit, cette même dépression, parce qu'il n'y avait pas d'enfant. C'était un choix de vie différent. Voilà. Vous rencontrez même l'hystérie quand même, parce qu'on avait 10 ans d'écart, de cette personne, toujours pareil, dans cette trahison, mais fonction des trajectoires différentes et de l'occupation différente. Mais là, enfin moi personnellement, je n'ai pas subi ça parce qu'il n'y a pas d'enfant. C'est pas le monde ne s'effondre pas pareil. Parce qu'un enfant, il faut s'en occuper, il faut lui apporter, je dirais, toute une écoute, le faire évoluer, l'éduquer, l'aimer. Voilà, il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en compte et qui sont totalement différents. Donc, c'est là où j'ai pu commencer à percevoir, à comprendre que on percevait dans cet état de dépression, de surchauffe, d'incompréhension, puisque on cherche toujours des réponses, mais il n'y a pas de réponse. C'est la séparation, mais l'esprit n'est pas convaincu de ça. Il veut pouvoir essayer de sauver le truc, et c'est là où, je dirais, ça devient conflictuel. Nous sommes ici au niveau du cortex en surchauffe, et là, cette surchauffe fait que nous sommes très sensibles à la ionisation, à l'énergie des personnes, et c'est là que j'ai pu constater que je me faisais bombarder par ce rayonnement. Et après, ça devient un effet un peu mécanique avec une certaine concentration. C'est pour ça que facilement, alors maintenant ils appellent ça comportementalisme et contemplation. C'est là qu'on peut s'apercevoir et percevoir les autres au travers de leurs expressions et de l'énergie. Par contre, voilà, cette perception, c'est pas un sens qui est au quotidien. Vous voyez, le toucher, l'ouïe, vous avez 5 sens, ceux-là sont au quotidien à tout moment de notre vie, hein, l'odorat, le bruit, tout, c'est au quotidien, c'est à tout instant. Par contre, vous avez des sens cachés, qui est l'instinct, hein, qui va se dévoiler dans telle ou telle situation critique, et cette perception qui va se déclencher quand vous êtes et vous rentrez dans ces instants d'attente, hein, puisque quand vous passez au tribunal d'une manière ou d'une autre, vous allez venir à 14 heures, on vous demande de venir à 14 heures et vous allez passer à 16 heures, 17 heures, 18 heures. Ça laisse le temps de pouvoir être dans cette contemplation, de pouvoir regarder, analyser, je dirais, les magistrats. Et c'est pour ça que je dis que les magistrats honnêtes, clairs et sincères, ça se compte sur les doigts d'une main. Ça c'est clair. Je parle toujours sur du pénal.
Nous sommes d'accord, mais il y a eu aussi un autre phénomène qui va arriver en même temps, sur le dossier, de cette doctoresse, qui va arriver Iglas, hein, où, la projection de la radiorésistance a, commencé. C'est, donc fin 2011, je dirais avec la cassation et donc là, je vais, exprimer ce qui s'est passé à ce moment-là aussi. Ça, c'est le dernier choc psychique, que j'ai, subi, dans cette révélation, puisque je me questionnais, je cherchais toujours aussi des réponses concernant, la procédure pénale 2 qu'on verra, hein, où là, ça va associer en même temps le côté émotionnel, puisque, voilà, il y a une interaction avec cette femme qui va jouer là-dessus, et qui va abuser là-dessus en utilisant aussi, bien sûr, la police qu'on verra, plus tard. Mais je vais quand même aborder, avant pour bien, comprendre après pourquoi, je me permets de dire ces vérités qui dérangent bien sûr cette criminalité de la magistrature cachée, au sein de leurs audiences, hein, voilà, ce terrorisme informatique qu'ils se permettent à outrance sur les citoyens qui dérange, cette criminalité qui existe depuis le traité de Lisbonne, depuis la Constitution européenne, où ils avaient déjà amorcé, cela parce que les technologies arrivaient, les ordinateurs arrivaient. Donc ça sera le chapitre des sciences, voilà, informatiques, numériques, puisque nous arrivons à dévoiler cette criminalité organisée, ce harcèlement, je dirais, de ces fonctionnaires, de ces hauts magistrats en bande organisée, l'extermination qu'ils ont mis en place avec, bien sûr, les ministères, bien sûr, avec les gouvernements qui ont conscience de ça, qui ne font rien pour ça, puisqu'il faut qu'ils gardent le pouvoir absolu. Situer un petit peu où ça se passe, donc toujours avec la doctoresse Iglas qui commence à vouloir se débarrasser de moi. On verra ça un petit peu plus loin. Hop. Donc nous sommes à peu près mi-fin 2011. Hein. On a vu que le dossier de la médecine du travail, je l'ai récupéré fin 2011. Donc c'est lié à ce choc, cette explosion cérébrale que je vais exposer. Donc voilà, et donc c'est là qu'a commencé la projection de la radiorésistance que l'on verra sur la procédure 2 dans les chapitres futurs. Donc là, si on regarde bien, nous étions toujours sur la garde de mon fils, hein, 2011, là, fin de troisième, donc il était déjà au collège à cette époque. Voilà, parce que là, en même temps, quand j'ai commencé cette radio-résistance, cette projection dans le futur, à la base, j'étais toujours avec mon fils, hein, puisque il était loin d'être majeur à cette époque. Ok, alors exposé. Le dernier effet surprenant et que j'ai eu qu'une seule fois aussi dans ma vie, hein, ça c'est clair. Alors c'est très très dur à décrire avec des mots dans le vocabulaire puisque tout se passe en interne dans un ressenti. Donc, je me déplace sur la nationale voie express de Fougères à Rennes et je vais au Parlement de Bretagne récupérer soit la copie ou consulter le dossier concernant la procédure 2. Et ce qui se passe, c'est que je cogite sur le dossier toujours, puisque je ne comprends pas, je dirais, le dossier. Voilà, je sais qu'ils m'ont fait des coups d'enculé parce qu'ils font que ça, hein. C'est que de la manipulation, nous le verrons après. Une fois que vous avez tous les documents, tous les dossiers, vous comprenez plus facilement. Mais au moment où je cogite tout ça, là, je n'ai pas tous les éléments en main. Et donc, le cerveau, je cherche sans arrêt pourquoi, comment, voilà. Et d'un coup, fouf, j'ai le flash, c'est le gouvernement. Je m'aperçois que c'est multiministériel, que c'est le gouvernement, que c'est la technocratie, parce que là, nous sommes en 2011. Vous voyez? Nous avons eu déjà le référendum de 2005. Nous avons eu le coup d'État politique du Front républicain du traité de Lisbonne en 2008. Et là, en 2011,
c'est la dictature du sarco-criminel, des quotas, des escroqueries financières par les entreprises d'avocats pour les entreprises d'avocats, avec les complicités bien sûr des parquets. Tout ça s'est mis en place et ça demande du temps, hein, vous le savez très bien. Ça veut dire quand une loi est promulguée, elle va passer d'ici 6 mois, elle sera appliquée d'ici un an. Donc il y a toujours un décalage, il y a toujours cet espace-temps. Et donc là, je prends un coup de massue, j'ai dit, voilà, bon, c'est le gouvernement qui veut ma peau, entre guillemets, parce que il y a tous mes arriérés de dossier, hein, puisque Sarkozy, sur le chapitre 1, on voit que je le sollicite, il est ministre de l'Intérieur dans les abus de pouvoir, déjà avec l'agent Fouilleul, je dirais, et la complicité des juges de proximité qui ne reconnaissent pas les preuves, ils ne reconnaissent rien. Heureusement que la médecine, ces spécialistes, ces passionnés, tous ceux qui travaillent dans le corps médical, les personnes handicapées, reconnaissent les preuves. Parce que s'ils ils étaient dans le même principe que ces magistrats Fougeray, Rennais, Bretons en général, en fin de compte, il n'y aurait aucun malade, il n'y aurait aucune personne d'handicapée, puisqu'ils ne reconnaîtraient pas ni les preuves, ni les faits. Donc vous voyez, les seuls qui ne reconnaissent pas les preuves, les faits, ce sont ceux qui sont chargés de l'intérieur, de la justice, et je parle surtout et uniquement que des cadres, donc les commissaires, les brigadiers, et qui ne sont pas dans les brigades spécialisées. Les brigades spécialisées ciblent bien et ils montent des dossiers pertinents avec les preuves. Voilà, parce que derrière, il y a réellement des juges qui travaillent sur les dossiers et qui leur donnent les moyens d'aller chercher les investigations. Voilà. Par contre, quand vous travaillez avec des brigadiers qui sont là pour leur petite carrière personnelle, avec les commissaires et avec, je dirais, le parquet, c'est rien à foutre. C'est des quotas de blancs français qu'il faut condamner pour protéger et couvrir déjà en avant la criminalité européenne, la criminalité étrangère, toute la criminalité qui est dans l'impunité judiciaire bancaire aussi, hein, parce que là, il y a beaucoup d'escroqueries à la carte bleue, les RIB, les détournements, il y a aussi le côté commercial, toutes les escroqueries. Ah ben, vous avez signé, vous devez payer, donc toutes les escroqueries bancaires qui sont cachées, ça, c'est l'omerta. Ce qu'on vous montre à la télé, c'est juste des procédures où il y a les classes populaires qui sont entre elles, voilà, un petit meurtre ici, un fait divers par là, voilà. Par contre, toute la criminalité politique, où on parle de centaines de milliers d'euros, on parle de milliers d'euros, de millions d'euros, de dizaines ou de milliards, là, c'est censure et omerta. Donc, quand je suis assommé, je dirais, par cette réalité, d'un coup, j'ai une perte d'énergie énorme. C'est surprenant, j'ai du mal à trouver le mot pour définir le coup de massue, mais l'image qui me vient, c'est Nicky Larson, hein, le film où, je dirais, le dessin animé, où vous voyez la fille avec un marteau de 1000 tonnes. Voilà. Vous ressentez un truc comme ça, vous vous affaissez dans le fauteuil, impossible d'accélérer. Sur une minute ou deux, je me bats contre moi-même pour accélérer. Donc, on est sur une voie rapide à 110, je suis descendu à presque 60 km/h. J'ai une perte totale d'énergie. Rien que d'appuyer sur la pédale pendant les premières secondes, c'est un effort. Vous voyez? C'est waouh! C'est donc, bien sûr, je vais reprendre le dessus sur moi-même, mais ce coup de massue qui est surprenant, hein, qui est waouh! Devant le fait, devant la réalité. Alors c'est peut-être ce que a ressenti des fois des personnes qui tombent en dépression, cet effet de ce coup de massue quand vous apprenez le décès d'un proche, d'un ami, d'un enfant, ou voilà la réalité d'une séparation, vous avez un coup de massue qui vous tombe dessus, poum, vous avez cet effet-là. En vérité, bon, il y a des gens qui peuvent pas se remonter ou difficilement, que ça va monter du temps. Voilà, ça dépend des personnes, ça dépend du fonctionnement aussi du cortex. Comment vous avez déjà eu plusieurs approches avec ces coups de massue qu'on vous met dans la vie, hein, et qui forment l'expérience et qui, je dirais, fait progresser aussi le cortex, le corps. Le cerveau, c'est je dirais, c'est un muscle. Plus il travaille, plus on découvre son fonctionnement. On est toujours sur 20 à 30% seulement de connaissances globales, d'après le cyberespace, sur le fonctionnement du cerveau.
parce que c'est très complexe. Et tous ces phénomènes que je vous ai décrits, ce sont des phénomènes qui ne sont pas analysés ou analysables, puisqu'on n'a pas en permanence des électrodes sur la tête. Nous ne sommes pas en permanence dans un IRM. Quand nous sommes dans un accident, l'effet que j'ai écrit Matrix ou l'effet Boost, ce sont des fonctionnements du cerveau qui sont imprévisibles, indéterminés et qu'on ne peut pas forcément analyser pour l'instant, peut-être dans le futur, si on ne s'autodétruit pas, hein, si l'humanité ne s'autodétruit pas, hein, parce que dans leur faux semblant guerre économique, tout ça, le climat, ça passe bien après, hein, c'est seulement de la poudre d'escampette pour maintenir toujours la dictature. Donc voilà, après ce coup de massue, ça a duré facilement, mon combat pour reprendre un peu le dessus, je dirais quelques minutes, voilà. Et quand je suis arrivé sur Rennes, donc on va dire 5 minutes après, là j'ai eu l'effet inverse. J'ai eu une implosion. Donc au début c'est coup de massue, et comme je continue à cogiter, à réfléchir, c'est le gouvernement, et donc, bien sûr, je retravaille sur l'antériorité de mes dossiers, je vois les parallèles et tout, de ma vie, de tous ces combats, de tous ces dirigeants qui m'ont mis aussi des bâtons dans les roues. Et d'un coup, bien sûr, le référendum, hein, puisque j'ai soutenu aussi le référendum en 2005, nous avons le traité de Lisbonne, nous retrouvons toujours le sarco-criminel, hein, que ce soit moi aussi sur la procédure du chapitre 1 avec Fouilleul quand il était ministre de l'Intérieur, voilà. Et donc là, nous sommes en 2011, donc c'est l'application du traité de Lisbonne et c'est toute la dictature ministérielle qu'ils ont mis en place pour piéger, exterminer, escroquer, harceler, je dirais, le plus grand nombre de nos concitoyens en toute impunité et à la vue de tous. Et tous, toujours contraints, nous sommes avec le Front républicain, parce que le traité de Lisbonne, c'est avant tout le Front républicain. Vous voyez, tous contraints. Bon, après, ils font semblant de dire, oui, on a le monopole, c'est nous, c'est nous. Non, c'est tous contraints, donc c'est tromper l'électorat, c'est la dictature de la SS énarcale parisienne, la manipulation. Et donc quand j'ai cette implosion, là c'est l'effet inverse, c'est l'effet boost, encore une fois, où là ça part dans toutes les directions dans mon cerveau, pareil, là ça va durer, par contre, ça va durer 30 secondes, mais par contre l'énergie est revenue. Et là, vous êtes au top de votre forme, je dirais, hein, surdynamisé, on va dire. Boum. Et c'est là que je vois aussi toutes les parallèles de la médecine. C'est pour ça qu'on voit la date du dossier de la médecine de travail que j'ai récupéré, c'est 2011. Voilà, la radiorésistance, donc ce que je réalise en ce moment sans l'avoir défini, c'est à ce moment-là que ça a été créé dans ma tête. La projection dans le futur, elle a été créée en 2011. Ça fait partie de ce dossier 2 là, voilà, qui était très complexe, qui a failli me flinguer un petit peu, je dirais, le cerveau, parce que j'étais dans une incompréhension totale à ce moment-là. Vous le comprendrez plus tard. Et voilà, là va commencer aussi mes recherches en profondeur dans le cyberespace et on va retrouver ces informations aussi au sein du dossier 2 et on va déjà voir la parallèle, enfin pas la parallèle, on va voir en avant la procédure, ce que j'ai trouvé sur le cyberespace pour que vous approchiez déjà la mentalité. Déjà, ils cherchaient à détourner les règles bioéthiques françaises en passant par cette Union européenne. Et là, j'ai travaillé sur l'hypothèse et le mémoire 4, hein, j'ai fait la photocopie, convergence mémoire, suivi médical, doctoral, professoral, convergence informatique, donc ça datait du août 2012, hein, puisque là, ça va être lié à ma candidature. C'est lié au dossier qu'on va voir dans le futur, la procédure 2, là où j'ai compris les convergences, une fois que j'ai eu ce bug cérébral et cette ouverture de liaison et de convergence. Donc j'ai retiré les dossiers, j'ai travaillé sur chaque dossier, j'en ai fait des mémoires, hein, pour ne pas oublier, donc là c'est beaucoup plus complexe, et c'est là que j'ai amené l'hypothèse aussi de la mort prématurée de mon père qui avait un cancer, qui part pour une chimio et qui n'est toujours pas, qui n'était pas revenu, quoi. Voilà, donc
c'était en même temps surpris, mais voilà, c'est quand vous connaissez l'histoire de mon père, et comme c'était un artiste, le fait qu'il ait diffusé le tableau de Ségolène Royal à poil avec la tête de Sarkozy et de Jean-Marie Le Pen, qu'on verra, ça peut, voilà, et il l'avait envoyé, je dirais, à la presse, il l'avait envoyé à Faucheux, qui était un socialiste, et quand on connaît toute la haine, tout le mépris, tout le racisme de ce socialisme envers les classes populaires, hein, puisqu'il nous insulte, hein, Hollande nous a insulté, Macron nous insulte, le sarco-criminel nous insultait, puisque nous ne sommes pas issus de l'idéologie de la race supérieure, de la technocratie ministérielle des écoles supérieures parisiennes. Nous sommes les gueux, nous sommes les esclaves, nous sommes ceux qui peuvent crever dans l'indifférence totale pour ces racailles, ces escrocs, ces vermines de politicards traditionnels du Front républicain, puisque le traité de Lisbonne, il est issu du Front républicain parlementaire, sénatorial et constitutionnel du Conseil d'État, où tous ont collaboré, je dirais, à ce coup d'État politique contre la Constitution française pour amener, je dirais, la dictature judiciaire de la CEDH qui permet de condamner sans loi, donc d'être dans la criminalité du jugement arbitraire. Le jugement arbitraire, on vous condamne sans droit, sans loi. Ce que je vais subir, je dirais, au niveau de cette justice, mais dans l'omerta. Faut pas le dire, faut le cacher. Hein. Là, il n'y a pas de manifestation des entreprises d'avocats. Non, non, faut surtout pas défendre le droit français. Non, ils vont pouvoir nous escroquer facilement en montant dans leur réseau de relations. C'est là que j'ai accentué, une fois que j'ai eu cette implosion, je dirais, cérébrale de convergence, où j'ai travaillé sur les réseaux. Et tout s'est éclairci, vous comprenez tout. Voilà, vous êtes aux prémices et au tout début du cyberespace à grande échelle, où tous ces fils de notables qui sont tous en faculté de droit, faculté de droit, c'est quand même beaucoup de... C'est mytho, hein. Voilà, vous savez écrire, blablabla, faire des fusions de machin, terminé, hein. C'est pas grand-chose. Il y a beaucoup de boulot, c'est vrai, réellement, sur la médecine. Connaître parfaitement les organismes, les machins, les trucs, c'est du complexe. Là, il n'y a pas... Voilà. Par contre, le droit, c'est du n'importe quoi. Hein. J'ai pu le constater avec ma sœur qui en a fait une licence. Et je dirais, eux, ils sont basés sur l'oral de la manipulation mentale, du mensonge en bande organisée, mais les preuves, ça n'existe pas. Tout est caché. Vous voyez, chez eux. Parce que vous êtes rentré dans la criminalité une fois qu'ils ont démantelé l'armée, ils ont démantelé la justice militaire, ils ont démantelé la haute trahison, on va dire à proprement dit, pour la refiler à des politicards au sein même de l'institution qui sont tous corrompus. Voilà. Donc, le prochain sous-chapitre, on va rester sur cette parallèle de médecine où on va voir plutôt cette convergence, les documents que j'ai trouvés, parce que ça sera en lien aussi avec donc cette doctoresse Idlas, là où on rentre sur ce totalitarisme, voilà, où encore j'avais raison sur mon diagnostic clinique, hein, qu'on va voir un petit peu plus tard. Mais on va d'abord sur le chapitre 3, le sous-chapitre 3, on va dire, voir les documents que j'ai retrouvés qui vont être très intéressants parce qu'ils cherchaient déjà à détourner les règles de bioéthique française en passant par l'Union européenne, donc la manipulation pour nous amener à des escroqueries vaccinales, hein, comme on a pu le voir avec le Covid, le trafic, je dirais, des laboratoires, hein, puisque Moderna, c'était un vaccin du Covid-19 qui est à température ambiante, alors que le vaccin Pfizer, qui posait problème, il devait être à moins 20 ou moins 30 ou moins 40 degrés, ce qui était très dur à diffuser. Tout le monde peut le comprendre. Donc ils ont substitué et ils ont fait un vaccin expérimental, doublement expérimental, validé par personne. Et on a piqué tout le monde comme ça. Avec de l'ARN messager, et donc beaucoup de professeurs savent que l'ARN messager, ça fonctionne aussi à l'intérieur de notre biologie, hein, le foie qui envoie des messages comme ça, voilà. Ok, on voit ça, on passe au prochain sous-chapitre.